Nous sommes en France, au XVIIIe siècle de notre ère. Les protagonistes de notre histoire sont Beumer, Bassange, Madame du Barry, Louis XV, le cardinal Louis de Rohan, Jeanne de la Motte, Rétaux de la Villette, Nicole d'Olivia, Madame Campan et la reine Marie-Antoinette. Au cœur de cette intrigue, une affaire criminelle peu banale, concernant le vol d'un collier de diamants très cher. Voici le podcast intitulé « Étincelle de révolution ». En 1772, deux bijoutiers de Paris, Beumer et Bassange, créent un collier de diamants incroyable, très beau et très grand. Ils pensent le vendre au roi Louis XV, le roi de France, qui a l'habitude d'offrir des cadeaux somptueux à Madame du Barry, sa dernière amie et principale maîtresse royale. Le collier était incroyable, avec 647 diamants, 2800 carats, parfait pour une maîtresse royale. Cependant, les bijoutiers vont avoir deux très gros problèmes. D'abord, leur client, Louis XV, meurt de la variole avant qu'il ne puisse lui vendre le collier. Ensuite, la femme à qui le collier était destiné, Madame du Barry, est exclue de la cour par le nouveau roi de France, Louis XVI, sur demande de sa femme, la reine Marie-Antoinette. Ainsi, les bijoutiers se sont retrouvés avec un collier très cher, sans personne pour l'acheter. Les bijoutiers ont essayé de vendre le collier à Marie-Antoinette, car elle semblait être la personne la plus évidente pour ce genre d'artifice. De fait, la reine est connue pour ses goûts de luxe en matière de mode. Cependant, le collier est trop cher pour elle. Et peut-être qu'en tant que rivale de Madame du Barry, elle n'aime pas ce collier à cause de ce lien avec cette personne. Ou peut-être le trouve-t-elle simplement trop voyant. Toujours est-il qu'elle refuse de l'acheter. Même lorsque le bijoutier Beumer a fait une scène à la cour, pleurant et menaçant de se suicider si la reine ne change pas d'avis. Peine perdue, elle reste ferme et refuse de nouveau d'acheter le bijou, disant que la France avait plus besoin de 74 navires de guerre que de colliers. Elle suggère à Beumer de casser le collier et de vendre les pierres séparément. Marie-Antoinette pense sans doute que l'histoire est classée, mais indirectement, ce collier va contribuer à la chute de la monarchie française. Le cardinal Louis de Rohan vient d'une famille impliquée dans des conspirations et est considéré comme trop riche pour son propre bien, selon un historien. Ancien ambassadeur à Vienne, il est connu comme un homme dissipé et sans moralité, qualifié de type épouvantable par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Cette opinion est partagée par Marie-Antoinette, qui a alors suffisamment d'influence pour maintenir le cardinal à l'écart de la cour royale française de Versailles. C'est une situation embarrassante pour Rohan, lui qui cherche à gagner les faveurs de la reine pour accroître son influence à la cour, voire obtenir un poste ministériel. Pourtant, en 1783, quand il commencera une liaison avec une femme nommée Jeanne de la Motte, il y verra une belle opportunité. Comment et pourquoi ? D'abord, qui est Jeanne de la Motte ? Jeanne de la Motte a des origines dans une branche non reconnue de la dynastie royale des Valois, remontant jusqu'au règne du roi Henri II de France. Même si elle a grandi dans la pauvreté avec sa mère, Jeanne n'a jamais oublié le sang royal transmis par son père. À l'âge de 24 ans, en 1780, elle épouse Nicolas de la Motte, un officier de gendarmerie. Le couple, tirant parti de l'ascendance noble de Jeanne, adopte les titres de comte et comtesse de la Motte, en ajoutant de Valois à leur nom.
Jeanne trouve une protectrice en la comtesse de Provence, belle-sœur du roi, qui lui accorde alors une petite pension. Mais cela ne suffit pas à Jeanne, avide de richesse et de pouvoir. Quand Jeanne de La Motte rencontre le fameux cardinal de Rohan, elle vit avec son mari et son amant, un homme du nom de Rétaux de Villette, qui est à la fois proxénète et faussaire, que du beau monde. Après être devenue la maîtresse du cardinal Rohan, Jeanne se rendit compte rapidement de l'obsession de Rohan pour gagner les faveurs de Marie-Antoinette. Même si Jeanne n'a jamais rencontré la reine, elle y voit enfin une occasion pour son avidité. Elle entreprend de convaincre Rohan qu'elle est une proche de Marie-Antoinette et qu'elle peut l'aider dans ses intentions. Le cardinal, aveuglé par ses propres ambitions, ne remet pas en question la véracité des affirmations de Jeanne, mais lui demande plutôt si elle peut faciliter une rencontre avec la reine. Jeanne, bien entendu, accepte de l'aider. Cela va lui permettre de mettre au point son piège. En conspirant avec son mari et Rétaux de Villette, Jeanne élabore rapidement un plan visant à escroquer non seulement le cardinal Rohan, mais aussi la couronne et les bijoutiers parisiens, tout en mettant la main sur une grosse somme d'argent et les diamants eux-mêmes. La première étape de ce plan est de convaincre Rohan qu'il va pouvoir rentrer en contact avec la reine. Ainsi, le 10 août 1784, Jeanne organise une rencontre à minuit entre Marie-Antoinette et le cardinal Rohan au bosquet de Vénus, dans les jardins de Versailles. Cependant, la personne que Rohan va rencontrer n'est pas la reine, mais Nicole d'Olivia. Qui est-elle ? C'est une prostituée parisienne qui ressemble physiquement comme deux gouttes d'eau à Marie-Antoinette. Nicole apparaît devant le cardinal avec le visage caché sous une coiffe et portant l'une des robes blanches que Marie-Antoinette affectionne. Comme la rencontre se déroule dans l'obscurité, Rohan est trompé. Il n'y voit que du feu, persuadé qu'il vient de rencontrer la reine en personne. Feintant de plus belle, Nicole offre une rose au cardinal accompagnée des mots « Vous pouvez maintenant espérer que le passé sera oublié ». Cette rencontre secrète et scandaleuse provoque une grande excitation chez le cardinal Rohan. Ainsi, lorsque Jeanne lui demandait régulièrement de l'argent pour les œuvres de charité préférées de la reine, le cardinal s'exécutait avec joie. Il pensait que chaque pièce contribuerait à gagner les faveurs de la reine. Cependant, l'argent finissait directement dans les poches de Jeanne de La Motte. Une fois que Jeanne estime avoir reçu suffisamment d'argent de Rohan, elle lui présente une lettre qu'elle prétend venir de la reine. Cette lettre explique que la reine désire ardemment un certain collier. Tiens, un collier de diamants. Elle souhaite le porter lors de la prochaine fête de la Chandeleur. Cependant, elle dit qu'elle ne veut pas être vue en train de dépenser les fonds nécessaires pour l'acheter en cette période de difficultés financières. La lettre demande donc à Rohan d'acheter le collier pour elle, de payer les bijoutiers en 4 versements et d'envoyer le collier au palais. La lettre est signée Marie-Antoinette de France. Ce petit détail aurait dû alerter le cardinal, car à l'époque, les membres de la famille royale ne signent officiellement que de leur nom de baptême. En tant qu'ancien ambassadeur, Rohan aurait dû le savoir. Pourtant, pour une raison inconnue, il n'y prête pas attention, et le cardinal s'organise pour l'achat du collier. Beumer et Bassange, on l'imagine, sont évidemment ravis de vendre le collier. Le 29 janvier 1785, ils le livrent à la résidence du cardinal après avoir conclu la vente avec Rohan à un prix, dit-on, de 1,6 million de livres de l'époque. Considérable, et payable en 4 versements, conformément aux instructions de la prétendue reine. Quelque temps plus tard, Villette, se faisant passer pour le messager de la reine, vint récupérer le collier. Au lieu de le remettre à la reine, Villette le démonte et retire les pierres précieuses.
Nicolas, le mari de Jeanne, emporte ensuite les pierres à Londres, où il les vend une à des bijoutiers anglais. Tout semble bien se passer. Le plan se déroule sans accroc. Pour le moment. Assez rapidement, les personnes du pays commencent à se rendre compte qu'aucun collier n'a été livré à la reine. La chandeleur arrive, et le cardinal, qui espère tellement voir la reine porter le collier pour lequel il a tant investi, est consterné de constater qu'elle ne l'a pas mis, et dans les semaines et les mois qui suivent, elle ne le porte pas davantage. Cette situation perturbe aussi grandement Beumer, le bijoutier, qui n'a pas encore reçu le premier paiement que Rohan aurait dû effectuer. Dépité, Beumer écrit une lettre à la reine, le 12 juillet 1785. Il lui demande si le collier lui convient. La reine, confuse et agacée d'entendre parler de ce bijoutier, se contente de brûler la lettre. N'ayant reçu aucune réponse, le 5 août, Beumer s'enhardit. Il se rend chez Madame Campan, une femme de chambre au service de la reine. Lorsque Madame Campan lui dit que la reine a brûlé sa lettre, Beumer est furieux. Il s'écrie « La reine sait qu'elle a de l'argent pour me payer !» Madame Campan assiste pour obtenir des détails. Et Beumer révèle qu'il a traité avec la reine par l'intermédiaire du cardinal. Il lui montre les lettres portant la fausse signature de Marie-Antoinette. Madame Campan transmet ces informations à la reine. Le cardinal de Rohan est convoqué à Versailles par le roi en personne. Rohan se présente devant le roi Louis XVI, toujours vêtu de sa robe pontificale écarlate car il s'apprêtait à célébrer une messe. Louis XVI l'accueille aux côtés de la reine et immédiatement il demande au cardinal de s'expliquer et lui demande où se trouve actuellement le collier de diamants. Confus, Rohan répond qu'il pense qu'il se trouve avec la reine. Lorsque le roi lui fait comprendre que ce n'est pas le cas, Rohan, réalisant enfin qu'il a été trompé, avoue qu'il a été mandaté par la comtesse Jeanne de La Motte, qui lui a présenté de fausses lettres. Rohan insiste sur le fait que tout ce qu'il a fait, c'était dans le but de faire plaisir à la reine. Mais ces explications, au lieu d'apaiser Louis XVI, ne fait que l'exaspérer. Déjà, Louis XVI est sur la défensive en ce qui concerne sa femme. La naissance récente de leur deuxième fils, le futur roi de France, a ravivé leur mariage, tandis que l'augmentation des calomnies attaquant la reine renforce la détermination du roi à la protéger. L'ignorance présumée de Rohan quant à la fausse signature agace également le roi. Louis XVI, habitué à l'étiquette royale depuis sa naissance, ne comprend pas comment on a pu, avec le pédigré et l'expérience diplomatique de Rohan, négliger un détail aussi évident. Cela amène même le roi à penser que Rohan est peut-être impliqué dans le faux. Le roi est furieux. Il fait arrêter Rohan et le conduit à la Bastille. Le mot Bastille, synonyme de torture et de cruauté sous l'Ancien Régime, suffit à faire basculer l'opinion publique en faveur de Rohan. De nombreuses personnes du peuple critiquent l'emprisonnement injuste d'un homme pieux, victime de l'oppression, dit-on. Et pendant ce temps, Jeanne de La Motte, qui a attiré imprudemment l'attention sur elle en dépensant des sommes considérables pour des propriétés, est également arrêtée, ainsi que le faussaire Villette et la prostituée Nicole d'Olivia. Revirement de situation, ils vont devoir s'expliquer. On commence à entendre parler du rendez-vous de minuit avec Rohan et une personne qu'il pensait être Marie-Antoinette. Et on répand à présent des rumeurs de liaison entre la reine et le cardinal. Marie-Antoinette est horrifiée par ces mensonges, car ils impliquent un homme qu'elle méprise profondément. On l'accuse aussi d'être dépensière, et tout le scandale du collier de diamants retombe sur elle. 31 mai 1786. Le procès très médiatisé du cardinal Rohan démarre au Parlement de Paris, suivi peu après par ceux des autres conspirateurs.
La défense de Rohan argue que les seules fautes du cardinal étaient sa nature confiante et son désir de servir la reine, affirmant qu'il était une victime comme les autres. Finalement, le Parlement l'acquitte, bien qu'il doit demander le pardon au roi pour sa tentative de rendez-vous à minuit avec la reine. Ce pardon, heureusement, lui est accordé, mais il y a quand même des conditions à ce pardon. Il doit faire un don important aux pauvres, certes, mais surtout, il est banni à jamais de la cour. Alors Rohan, bien qu'un homme libre, voit ses ambitions anéanties. Nicole d'Olivia, la prostituée, va réussir à susciter la sympathie de la cour, en révélant qu'elle a accouché d'un bébé illégitime pendant son emprisonnement à la Bastille, et en ne pouvant répondre à aucune question, au tribunal s'enfondre en larmes. Rétaux de la Villette, le faussaire des lettres, lui, est reconnu coupable et banni du royaume. Nicolas de la Motte, le mari de Jeanne, jugé par contumace, car il se trouve encore à l'étranger à Londres, est condamné aux galères. Vint alors le jugement de Jeanne de la Motte, considérée comme le cerveau du complot. Elle est déshabillée en public et fouettée par le bourreau royal, puis marquée au fer rouge de la lettre V pour voleuse. Jeanne se débat tellement sous l'emprise du bourreau que la marque manque sa cible sur l'épaule et brûle sa poitrine. Après son supplice public, Jeanne est envoyée dans une prison pour femmes. Elle parviendra à s'échapper 2 ans plus tard en se déguisant en garçon. Elle fuit à Londres où, en 1789, elle publie ses mémoires qui trouvent un large public. De nombreuses personnes se rappelant encore de la brutalité dont elle avait été victime et exprimant leur sympathie. Jeanne de la Motte meurt en 1791, tombant d'une fenêtre alors qu'elle fouillait les agents de recouvrement. L'affaire du collier de diamants contribua de manière significative à la ruine définitive déjà fragile de la réputation de la reine Marie-Antoinette. Accusée d'être impliquée dans des comportements déviants, d'avoir des amants parmi les princes étrangers, d'organiser des orgies dans le jardin de Versailles et d'entretenir le vice allemand, le lesbianisme, la rumeur de sa prétendue liaison avec un cardinal dans le bosquet de Vénus a été un terrible choc pour le public français. Le fait que toutes ces rumeurs se soient révélées manifestement fausses ne contribua pas à redorer la réputation de la reine. De plus, de nombreuses personnes la considèrent déjà comme une ennemie active du royaume, une espionne au service de l'Autriche et une dépensière extravagante qui gaspille les finances du royaume. Alors toute cette histoire avec ce collier ne fait qu'aggraver les choses. Marie-Antoinette devient tellement impopulaire suite à cette histoire que dans les années qui vont suivre, elle va cesser d'apparaître dans les événements publics, devenant même un handicap supplémentaire pour l'image de son mari. En conclusion, l'affaire du collier de diamants n'a pas été un événement qui a directement provoqué la Révolution française, ni une raison fondamentale de l'abolition de la monarchie des Bourbons. Cependant, survenant seulement 4 ans avant le début de la Révolution, le scandale a contribué à semer des graines anti-monarchiques qui ont germé pendant les tumultueuses années révolutionnaires. Les ragots au sujet de Marie-Antoinette n'ayant fait que s'intensifier, pendant la Révolution française, elle deviendra le symbole du dysfonctionnement de la monarchie et le bouc émissaire de tous les maux de France. Elle sera finalement guillotinée le 16 octobre 1793. Merci d'avoir suivi ce podcast. Il était basé sur un texte de Harrison W. Mark, traduit par Babette Etiève Cartwright et librement adapté par nos soins en termes de syntaxe et de narration.